Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est un plaisir et un bonheur pour moi de vous partager la vidéo qui va suivre. Bien que vous allez le constater, nous avons eu quelques petits problèmes de réseau, ce qui va créer un petit décalage entre le son et l'image et je m'en excuse par avance. J'ai essayé de rattraper ça de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, je vous partage un témoignage très particulier qui me tenait à cœur. C'est le témoignage de Sébastien. Qui est Sébastien? Vous allez le découvrir juste après. Sébastien, pour vous spoiler un petit peu ce qui va suivre, est un entrepreneur. À la base, il était salarié à la SNCF, il est bon de le dire. Il a choisi délibérément de faire preuve d'audace, de prendre un risque et donc de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et vous allez voir que sa vision optimiste de la vie, de sa situation, des choses, de toutes les embûches qu'il a rencontrées, qu'il a traversées, lui ont permis de rebondir d'échec en échec jusqu'à atteindre sa propre réussite. Sébastien, c'est un solopreneur également. Il a eu un grand groupe, il s'est cassé la figure, il a recommencé, il a continué, ça n'a pas marché, il a recommencé, il a continué encore et encore jusqu'à ce que ça fonctionne. Il a fait preuve d'audace, surtout d'optimisme et de persévérance. Voilà, et je tenais particulièrement à vous raconter son histoire. Bien sûr, si vous voulez plus d'histoires inspirantes, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne juste en dessous et vous verrez, je tâcherai de vous en partager le plus souvent possible. Allez, c'est parti! Sébastien, salut! Salut Mathieu, merci à toi et bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, écoute, c'est un grand plaisir parce que comme on se le disait en off, depuis le temps quand même, il fallait qu'on pose le truc, quoi. Exactement, et c'est un grand plaisir pour moi et je te remercie infiniment de ta C'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es, puis écoute, on va passer ensuite sur ton parcours. Bien sûr, pas de problème. Donc moi je m'appelle Sébastien. J'ai eu été solo entrepreneur. J'ai eu été multi-entrepreneur. L'audace, je connais plutôt bien. Et tu sais de quoi je parle, Mathieu, tu connais mon parcours. Je suis parti de fonctionnaire avec une vie paisible à tout plaquer pour tenter moultes aventures. Et donc j'ai été dans l'immobilier, j'ai été dans le sport, j'ai été gérant d'un gros groupe, j'ai eu jusqu'à 5 magasins, 30 salariés. Et c'est un grand plaisir de pouvoir partager tout ça avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous mettre en avant la première fois que tu t'es lancé, vraiment, que tu as fait le grand saut, on va dire, dans l'entrepreneuriat, voilà, quand tu es passé d'une vie quand même assez stable, assez sûre, entre guillemets, on va dire, à vraiment vouloir te lancer sur ce que tu voulais faire. Avec plaisir, mais écoute, c'est pas compliqué en soi. On est en 2018. Je claque la porte de la SNCF, hein, n'ayons pas peur de le dire. Et je me lance, je pars sans rien, sans un bagage, sans rien, et en pensant que ma vie n'est pas faite pour être un long chemin tranquille et un long fleuve tranquille, mais simplement pour être une vie d'aventure. Et à ce moment-là, je me lance dans l'immobilier sans aucune connaissance, en ayant poussé la porte d'une agence qui m'a dit viens, on te forme. Et ça a été quelque chose d'assez rentable, j'ai envie de dire. Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts, de ce que tu vivais, ce que tu ressentais, peut-être les questions que tu t'es posées pour les personnes qui voudraient, qui sont en réflexion de dire j'ai envie de me lancer mais j'ose pas, et par quoi je commence, etc. Enfin, quelles ont été les étapes que tu as traversées et surtout tant les étapes, on va dire externes, mais que les étapes internes, le cheminement que tu as eu. Donc le cheminement a été particulièrement assez frustrant et douloureux, très sincèrement. Au début, on se retrouve d'une vie paisible en soi, avec un salaire qui tombe tous les mois. Au début, on a l'excitation, ça pétille, tu vois, le pétillement de se lancer, pour après, au bout d'un moment, se dire, mais attends,
comment je vais faire pour en vivre? Est-ce que je vais y arriver? Il y a nos propres démons internes toujours pour tout le monde qui le sait, Mathieu, en dehors de ça, j'ai été aussi coach en développement personnel. Il y a nos propres démons internes souvent qui sont contre nous-mêmes en se disant mais attends, qu'est-ce que tu fais là? T'avais une vie paisible, t'avais une vie rangée, t'avais aucun problème. Pourquoi tu as cherché les problèmes? Et on est obligé de se battre contre ça, mais on est obligé souvent de se battre contre son cercle proche, que ce soit familial ou amical, pour leur prouver que ce qu'on fait c'est pas n'importe quoi, qu'on s'est pas pris la porte de toilette le matin dans la tête en se disant je vais faire ça. Donc, donc c'était voilà, c'est compliqué. On se pose beaucoup de questions et j'ai envie de dire c'est normal, c'est humain. C'est humain. Ok. Et dans ton environnement, est-ce que tu as été plutôt soutenu, encouragé, ou alors les gens n'ont peut-être pas compris? Après 12 ans à la SNCF, mon entourage n'a pas compris pourquoi, avec une place si posée, j'ai tout plaqué et que je suis parti à l'aventure. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas? Aujourd'hui, ils m'accompagnent. Ils comprennent pas toujours ce que je fais, c'est sûr, mais aujourd'hui, ils m'accompagnent et j'aurais prouvé que j'étais capable, après de nombreux rebondissements, de rebondir et de toujours réussir à trouver ma place. Ça marche. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ou du moins dans la partie un petit peu plus piquante de tes péripéties, je te propose un petit jeu très rapide pour que les personnes te connaissent un petit peu mieux. Ok? Moi, vas-y. Alors, qui fait? Mère. Ok. Voyage cadeau. Ok. Hamster. Ok, ça marche. Voiture. Voiture. Ok. Avec ma compagne. Ça marche. David Laroche. Ok. Coaching. Force tranquille. Ok, ça marche. Bon, bah, je crois que c'est plutôt pas mal. Ok, ça Bien. cerne un petit peu plus le personnage. Ok. Moi, j'imagine que ce petit jeu te disait déjà quelque chose. Oui, tout à fait. Ok, ça marche, parfait. Moi, j'aimerais maintenant que tu partages auprès de notre audience, j'aimerais que tu partages un petit peu plus. Bah, parle-nous de ton premier échec, vraiment. Le premier où tu t'es dit, c'est fini, j'y arriverai jamais, et ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant de parler de ça, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Non, c'est pas fini. Moi, je suis persuadé depuis que c'est ce qui a fait que j'ai quitté la SNCF, c'est que le succès est pavé d'échecs. Mhm. C'est en échouant qu'on finit par y arriver. C'est pour ça que je t'ai posé la question, en fait. Explique-nous. Eh ben, je vais vous expliquer, même un grand plaisir. Donc, mon premier échec, ça a été dans l'immobilier. Je dis préalablement que ça a été très rentable. Oui, c'est vrai. Ça a été très rentable, mais j'en ai pas vécu comme j'aurais aimé. Ok. J'ai rentré énormément de biens et plus que n'importe quel des agents immobiliers du coin où je travaillais. J'ai commencé à me faire une certaine renommée de ce côté-là, c'est vrai. Mais je ne les vendais pas autant que j'en rentrais. Et au bout de 18 mois, parce que ça n'a duré que 18 mois, hein, j'ai pas 150 ans, j'ai pas 3 vies derrière moi. Au bout de 18 mois, il y a un moment donné, j'étais au chômage également, j'avais quand même cette assurance quelque part. Et je me suis posé la question de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je rebondis sur autre chose, sachant que ça fait 18 mois que j'y passais entre 60 à 70 heures par semaine. J'avais un certain recul par rapport à ça, j'ai fait certaines ventes et en me disant voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Et c'est là où je me suis dit bon, on arrête tout, ça devient compliqué.
Même déjà à l'époque, avant le confinement, c'était compliqué au niveau immobilier parce qu'il y avait de plus en plus de gens sur le terrain et de moins en moins de biens à la vente. Donc, une concurrence de ouf. Et donc, c'est là où j'ai dit, bon, allez, stop, on arrête. J'ai toujours aimé le sport, notamment la musculation. Donc, je me suis reconverti en tant que coach sportif en musculation. Et c'est là où, par contre, j'ai pris une grosse claque. C'est vrai que ça m'a fait mal. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la SNCF, j'ai fait un gros burn-out. J'ai fait un très, très gros burn-out. Ça m'a permis de relativiser plein de choses. Et donc, ensuite, j'ai décidé d'arrêter mentalement, là-haut, et ici aussi, d'arrêter de rester sur ce que j'avais appris de ma famille, de l'éducation, de la société, de l'époque quand on était enfant, qui n'est plus la même aujourd'hui, et de me dire stop, stop, on arrête tout, stop, maintenant, on va se fier simplement à ce que tu ressens, ce qui te fait vibrer, et forcément, tu vas en tirer quelque chose. Intéressant. Donc c'est là où voilà, j'ai claqué la porte de l'agence immobilière en disant stop, on arrête, c'est pas pour Ok. moi. Et là, on m'a dit oui, mais t'es quand même notre meilleur agent. Oui, certes, mais je vends pas autant. Donc financièrement, c'est pas intéressant, donc j'arrête. Donc ça a été très dur. C'était très dur. Oui, effectivement, c'est vrai que dans ma tête, il y a eu des petites voix qui ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Retourne à la SNCF, c'est pas trop tard. Oui, il y a toujours l'être humain par définition a peur de ce qu'il ne connaît pas. Mm. Donc par définition, on est être humain. Hein. Je suis pas un extraterrestre. Par définition, donc quand on est confronté à des problèmes, on a tendance à vouloir revenir en arrière pour se C'est rassurer vrai. et finalement retourner dans sa zone de confort. Alors que la zone de confort est une zone meurtrière en fait. Mm. Donc il faut se pousser, il faut se booster et se dire c'est pas grave, je continue, j'y arriverai, j'ai toujours rebondi jusqu'à maintenant. Mm. Et j'ai envie de dire à nos auditeurs, chaque événement de votre vie, à vous toutes et tous, vous a apporté quelque chose dans votre vie qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. On est la succession de tout ce qu'on a décidé dans notre vie. Donc on a tous affronté des moments compliqués et vous en avez fait quelque chose qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc tout va bien se passer. Mais de ce que je perçois au travers de tes mots, et arrête-moi si je fais erreur, mais euh, c'est comme si je l'avais presque entendu. Ça demande, j'ai envie de dire simplement, de commencer par croire en soi. Et ben pour croire en soi, il faut d'abord franchir le chemin. J'ai envie de dire, avant de, comme j'explique toujours moi à mes enfants, avant de courir, il faut déjà apprendre à marcher. C'est vrai. Et pour apprendre à marcher, il faut déjà commencer par marcher. C'est pas faux. Super. Alors, ça fait vraiment plaisir de t'entendre parler de tout ça parce que ce sont des notions que j'aborde fondamentalement en conférence à différents niveaux, dans ma communication au sens large et ça a évoqué pas mal de points que j'évoque très souvent, notamment sur un réseau professionnel où il est dur de faire pousser ce type de valeurs, parce que là, il y a beaucoup de valeurs personnelles qui sont mises en avant et qui font appel à des qualités propres à chacun, des qualités interpersonnelles qui peuvent permettre de faire un premier pas, de se mettre en action, d'échouer, de se relever, de rebondir, d'apprendre de son erreur et de recommencer. Euh, donc, c'est pour ça que c'était aussi important pour moi de te faire témoigner, parce que quand ça vient d'une autre personne, c'est évidemment abordé sous un angle différent, mais c'est tout aussi pertinent. Donc, merci déjà pour ce que tu partages. Et moi, je voudrais que tu expliques un petit peu ta vision enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à rebondir? Quel a été ton moteur, vraiment, ton moteur en profondeur? Mon moteur en profondeur, ça a été à la base mes enfants. Mmh. À la base. Parce que, comme tu le sais, je suis un papa solo. Comme tu le Mmh. sais, j'ai mes enfants tout seul. Et peu importe ce que j'entamais, peu importe ce que je faisais, moi, j'ai toujours été élevé dans ce principe-là. D'ailleurs, merci papa, merci maman. De quand tu commences quelque chose, tu finis. Mmh. Donc, par définition, je voulais simplement montrer à mes enfants que tout était possible. Mmh. Tous les rêves qu'ils avaient enfants, ils pouvaient tout à fait les réaliser plus tard, mais il fallait s'en donner les moyens.
Et ça avait forcément un prix. Ok. Et donc, c'est là-dessus que je me suis appuyé finalement. C'est que, ok, ça fait pas plaisir d'aller faire un travail qu'on n'a pas envie. Ok, on a déjà commencé à penser, à se dire, stop, on arrête, on va faire autre chose. Mais avant ça, il y a quand même des choses à finir. On peut pas partir comme ça, claquer la porte et s'en aller sans avoir préalablement entamé une certaine démarche pour terminer. C'est la même chose finalement pour le développement personnel. Du moment qu'on commence à s'intéresser au développement personnel, à un moment donné, il y a un travail à faire sur soi. Tu sais de quoi je parle, Mathieu. Mhm. On peut pas s'auto-proclamer coach en développement personnel si on n'a pas fait un travail sur soi-même. Bien sûr. On peut pas s'auto-proclamer multimilliardaire si on n'a pas commencé à mettre de côté. C'est vrai. Donc à un moment donné, c'est simplement le début d'une démarche. De se dire, je veux arriver là, mais avant d'arriver là, moi j'en suis ici. Donc il faut que je monte chaque étape. Et c'est seulement en le faisant que je vais y arriver, ou pas. Mais quoi qu'il arrive, même si je rate, je vais pas retourner à zéro. J'aurai atteint une expérience qui me permettra d'autres choses ensuite. Bien sûr. Moi, comme je dis tout le temps à mes enfants et à mes amis, euh, la vie est faite pour être vécue, mais la vie est faite pour vivre des expériences. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la vie est une succession d'expériences, simplement, et elles sont à vivre. On a envie de quelque chose, il faut donner les moyens d'y arriver. Point. Ouais. J'adore. Super, ça marche. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coup? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'ai une agence de spécialisée en marketing digital, Ouais. dans le montage vidéo, dans la production vidéo. Et par là même, je rebondis sur le fait que moi également, je suis aussi youtubeur. Hein. Je suis sur tous les réseaux sociaux et comme je dis préalablement, je suis papa solo, ce qui est assez rare dans les familles monoparentales aujourd'hui, c'est principalement des mamans. C'est vrai. Et donc, je mets tout ceci en humour pour montrer, parce que je me suis rendu compte en étant papa solo qu'en fait, chaque parent seul avec ses enfants, ou même des parents ensemble, hein, on vit tous les mêmes choses avec l'éducation de nos enfants, Bien tous. sûr. Sauf c'est un sujet un peu tabou en France. On essaye de nous montrer comment bien faire, comment être le bon parent, mais à aucun moment on se dit en fait que vous vivez c'est normal. Et je me suis rendu compte que, parce que moi mes enfants sont déjà quand même grands, hein, la grande a 18 ans, elle a quitté le domicile conjugal, et les deux derniers ont 12 et 13 ans. Donc j'ai une Ok. certaine expérience de ce côté-là, et je me suis rendu compte à force de parler avec des parents, à force de regarder des vidéos, à force de voilà que finalement on vit tous la même chose. Mais en France, il y a un tabou, c'est que quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ok. Et tous les parents seuls, en fait, se sentent seuls finalement face à cette situation. Ils ne savent pas à qui en parler. Alors qu'en fait, on représente la majorité des familles monoparentales et la majorité des familles d'aujourd'hui. Et qu'en fait, en gros, regardez mes vidéos, tout va bien. On prend ça avec humour. Bah, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux le prendre avec humour parce que c'est pas toujours évident. Et tu sais, je tiens vraiment à tirer mon chapeau parce que le sujet de la monoparentalité, avec donc Sophie, ma femme, on l'aborde régulièrement dans certaines situations de vie qu'on peut vivre avec notre fils parce que donc elle a déjà deux grands enfants, donc D'accord. une grande qui a quitté aussi le domicile, l'ado qui est avec nous et on a donc Milan, notre enfant qui dans quelques jours aura 19 mois. Et en fait, chaque enfant est différent. Mais par contre, les situations ne le sont pas forcément. C'est du Non, déjà vu, du déjà vécu. c'est ça. Et c'est vrai que ce qu'on vit avec Milan, même si elle l'a pas forcément vécu avec les siens, du coup, à force de discuter avec d'autres parents, justement, on se dit, bon, on n'est pas fou, on n'est pas anormaux. Ce qu'on vit, ça fait partie d'une certaine normalité, on va dire. Mais par contre, on a une chance incroyable. On est deux. Oui, voilà. Et ça, quand on en discute, que ce soit elle ou moi, vraiment, hein, on pèse cette chance qu'on a parce que des fois, on se dit, putain, t'imagines si t'étais seul ou moi si j'étais seul à vivre ça avec lui? Ah. Donc moi, je tire mon chapeau et toutes les familles monoparentales ont mon plus profond respect parce que il y a des situations où je me dis, mais heureusement qu'on est deux. Parce Ah que oui. ça veut dire, parent, il n'y a aucun mode d'emploi, il n'y a aucun parent parfait.
Et tiens, rebondissons sur le sujet, c'est de l'audace au quotidien parce qu'il Voilà. faut oser innover, il faut oser se renouveler, il faut oser faire les choses différemment, surtout quand on a déjà eu des enfants d'ailleurs, parce que ce qui marche avec l'un ne marchera pas avec l'autre. Donc, Exactement. enfin, je veux dire, c'est un apprentissage du quotidien. Et quand on parle là-dessus, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ben là, on sera un bon parent. Et il faut oser aussi s'imposer. Dans cette société aujourd'hui, quand tu vas un peu trop loin, je vais pas créer de polémique, hein, loin de là, mais aujourd'hui, on sait, hein, il y a des lois en place, il est interdit de mettre des fessées, interdit ici, interdit de là. Mais si on écoute, sans parler de la loi, mais si on écoute des profs, si on écoute tout ça, il est interdit d'interdire. Ouais. On ne peut plus rien faire de toute façon. Voilà. Donc à un moment donné, c'est aussi de l'audace de s'imposer et de dire stop. Moi, je suis tout seul. Je fais le papa et la maman en même temps. Et à un moment donné, si je ne m'impose pas, sans rentrer dans les extrêmes naturellement, hein, mais si je ne m'impose pas, il me bouffe. Ah Hein. oui, oui, oui. Ah oui, tu vas te faire manger, c'est sûr. Ouais, simplement. Donc à un moment donné, c'est juste aussi de l'audace finalement, de oser affronter un système qui prône l'enfant roi. Hmm. Bah, surtout que l'enfant roi, ça fera plus tard des personnes convaincues qu'elles sont les meilleures et qui Oui, vont faire une chute vertigineuse en se rendant compte qu'il y a toujours meilleur et plus fort qu'elles et qu'en fait, elles sont pas autant au top que ça, quoi. Ça, exactement. ça, Et puis ça, c'est une fabrique à dépressifs, en fait, maintenant. c'est ça. Enfin, toi et moi, Mathieu, on a vécu à peu près le même parcours. On a vécu l'inverse, c'est-à-dire qu'on était comme ça et puis qu'on est devenu comme ça. Eux, ils vont Hmm. passer de comme ça à comme ça. Ça va être C'est beaucoup ça. plus compliqué. Et c'est ce que je dis tout le temps partout, c'est que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, notamment où je suis en conflit, j'ai envie de dire, avec le collège de mes enfants Hmm. vis-à-vis du discours de l'éducation nationale. Je connais ton parcours, Mathieu, tu connais bien aussi. C'est Hmm. pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on n'est pas quelqu'un aujourd'hui. Bien sûr. Mais l'éducation nationale a encore ce discours de que nous, on a connu enfant il y a 20 ou 30 ans. Ah non, mais alors il faut alors c'est un sujet extrêmement épineux, surtout que tu peux être sûr qu'il y en aura au moins un qui nous regardera faisant partie de l'éducation nationale. Mais je me rappelle il y a quoi, il y a 3 4 ans, j'avais fait une vidéo sur le sujet et parce que j'aime beaucoup m'informer, me documenter, Hein. etc. Et il faut admettre, parce que c'est une vérité en tout cas, que l'éducation nationale est resté plus ou moins inchangé. Aujourd'hui, ça fait plus de 70 ans qu'il n'y a pas eu de changement majeur au sein de l'éducation nationale. C'est ça le problème. Et moi, c'est ce contre quoi je me bats, c'est qu'à un moment donné, ce que vivent mes enfants aujourd'hui, je l'ai vécu il y a 20 ou 30 ans. Mhm. Et aujourd'hui, je leur explique en disant, mais c'est pas parce que il a telle note, c'est pas parce qu'il a tel bon ou mauvais comportement que ça ne fera pas de lui quelqu'un de bien plus tard. Et qu'on me répond, ouais, vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est pas normal de vendre la bouche d'un père, il a que cet âge-là, faut qu'il travaille à l'école. Ouais, mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, Mhm. Mathieu, on est entre autres youtubeurs, avec les enfants d'aujourd'hui, regardent des conneries sur YouTube de Ah leur oui. âge. Et ils voient des gens qui arrivent de nulle part réussir. C'est Et ce que ça les j'explique au aidera début. pas à travailler à l'école, ça justement, hein. On est Parce bien d'accord que là-dessus. justement avec plus, c'est triste, hein, c'est le triste constat de la réalité d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nos enfants sont des crétins. Je généralise bien sûr, mais n'ayons pas peur des mots. Nos enfants sont aujourd'hui des crétins et nous en sommes responsables. Eh oui, eh Voilà. oui, non, mais c'est ça. Et Donc, aujourd'hui, c'est ce que je dis à tout n'ayons le pas monde. peur des mots. Je dis à tout le monde, je dis, attendez, à un moment donné, on a la possibilité de réussir sans avoir fait maths sup ou doctorat. Mmh. Alors oui, c'est bien de faire des études, c'est très bien, et je ne dénigre pas ça. Mais je reviens sur une vidéo que j'avais vue de Fabrice Eboué, l'humoriste, Mmh. où il dit qu'à un moment donné, on a envoyé des gens faire des études, la voie royale, docteur qui touche 3 4 000 balles par mois, mais à côté de ça, on voit des nanas qui montent leur cul sur Instagram qui touchent 50 000 balles. Voilà. Où est le juste milieu, quoi? Voilà. Et nous, en tant que parents, on est démunis, et je rejoins sa vidéo, justement. On est totalement démunis. Mmh, C'est qu'à c'est un moment sûr. donné, on est face à un système totalement impérialiste, totalement administratif, totalement immuable, qui prône la même version, comme tu dis, depuis 60 ans.
Et à côté de ça, on a une société qui change à vitesse grand V et il faut s'adapter. Et ils savent pas, surtout qu'aujourd'hui, ils savent pas. Je pense qu'ils ont envie de nous croire, notamment, je pense aux ados. Ils ont envie de se dire que papa, maman ou beau papa, belle maman, parce que maintenant c'est de plus en plus courant, disent la vérité, ne veulent que leur bien, mais ça les fait chier. Ah oui, oui. Ça les fait chier. Moi, je vois par exemple l'ado à la maison, donc le fils de Sophie, Joey, il s'appelle. Joey est un garçon qui travaille très bien à l'école, mais on s'est rendu compte d'une chose, il fait ça de manière robotisée. Il a simplement compris que bien travailler à l'école, ça lui ouvrirait plus facilement des portes plus tard. OK. Mhm. Mais à côté de ça, sur un discours de réflexion, sur de la réflexion, je parle personnelle, c'est une carafe vide. C'est une carafe vide. Il ne sait pas penser par lui-même. Alors, attention, parenthèse, le papa n'y aide pas, etc. Donc avec Sophie, on rame. Quand on le récupère une semaine sur deux, on rame pour essayer de le pousser à l'autonomie, à la réflexion personnelle, à faire ses propres choix, etc. Mais ce que je vis moi à titre personnel avec mon beau-fils, combien de millions de personnes le vivent tous les jours avec leur ado? Mhm. Et on continue de fabriquer des crétins. Exactement. Ils sont plus capables de réfléchir seuls. C'est ça. C'est une catastrophe. Ah, mais c'est une catastrophe. Mm. Moi, dans une de mes dernières vidéos que j'ai publiées justement en expliquant ce problème de l'école, j'ai quand même des haters qui m'ont mis des commentaires en disant ouh là là, statistiquement, ceux qui font des diplômes, ceux qui réussissent, ceux qui n'ont pas de diplôme ne réussissent pas. J'ai répondu, c'est de l'humour. Enfin, Mais déjà, c'est de l'humour. Et puis, on va couper le truc tout de suite. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, la France est dernière de toute l'Union européenne en maths. On a pris un décalage de 5 ans. Il faudrait que je retrouve les statistiques. On a pris un décalage de 5 ans sur sur la gratification d'un niveau scolaire. Par exemple, tu prends un bac aujourd'hui, bah, tu retires 5 années scolaires, c'est le niveau du bac. Voilà. On fabrique des crétins. voilà, voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo, c'est un documentaire sur Internet qui s'appelle La fabrique à crétins. Et c'est très fourni sur la façon dont l'éducation nationale a dérivé aujourd'hui. Et rien que pour revenir quand même sur notre sujet central, aujourd'hui, une personne qui a envie de changer les choses, notamment par exemple que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans le système, au niveau du travail, au niveau de même en tant que salarié, quelqu'un qui a des milliards d'idées, qui a toutes les compétences, les qualifications aujourd'hui, comment tu veux que cette personne ose d'elle-même, ne serait-ce que devenir force de proposition pour proposer quelque chose de nouveau qui serait pourtant bénéfique aux équipes, à la structure, alors qu'en fait, il va y avoir le regard des autres, Mmh. il va y avoir la fameuse phrase de merde. Oui, mais on a toujours fait comme ça. Celle-là, elle est connue, reconnue et Oh, reconnue. Enfin, voilà, et j'en passe. Donc oui, c'est vrai, n'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui, pour faire preuve d'audace, peu importe le domaine, à l'école, pour les enfants, c'est un enfant qui va prendre la parole, il va d'abord regarder si on ne le regarde pas avant de se dire, tiens, je vais peut-être lever la main. Quelqu'un qui va proposer quelque chose dans l'entreprise, il va y réfléchir à 2 fois. Toi, tu as dû y passer par une étape où tu y as forcément réfléchi à 2 fois. Moi-même, j'ai réfléchi à 2 fois selon ce que j'entamais ou quoi. Parce que, bah, à un moment donné, selon sur quoi tu te lances, tu vas dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Forcément, à un moment donné, ça te traverse. Après, si ça te traverse et que ça fait que passer, c'est pas grave. Mais il faut surtout pas s'arrêter à ce genre de réflexion. Parce que si on fait ça, on fait plus rien. ah On ben, fait plus rien. et je terminerai là-dessus, Mathieu, en rappelant cette citation qui est de mémoire, je crois, de Lao Tzu, à vérifier, qui dit lorsque tu feras quelque chose, tu auras systématiquement 3 forces contre toi. Mhm. Ceux qui font la même chose que toi et qui ne veulent pas que tu réussisses, ceux qui font l'inverse de toi et qui ne veulent pas que tu réussisses, et ceux qui ne font rien. Mhm. Intéressant.
C'est intéressant. Bah, d'ailleurs, et je vais même compléter ton apport. J'étais tombé sur une citation intéressante. Alors, je ne crois pas que ce soit de lui, mais j'avais vu une vidéo d'Idriss Aberkan qui expliquait que de toute façon, de tout temps et à travers toutes les époques, le changement est accueilli de la même façon à chaque fois. C'est-à-dire que d'abord, on commence par ne pas le prendre au sérieux. Ouais. Ouais, de toute façon, voilà. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'ai commencé à changer de voix, c'était un petit peu le regard qu'avait ma famille sur ce que je faisais. De toute façon, c'est une lubie, ça lui passera. Quand on voit que finalement c'est sérieux, deuxième étape du changement, on pointe du doigt. Parce qu'évidemment, c'est tellement plus difficile de poser des questions, de s'intéresser, de comprendre qu'il est plus facile de pointer du doigt. Ah, ok, oui. Et une fois qu'on a passé cette étape de pointer du doigt, le changement, il est accueilli, il est accepté. Voilà les 3 étapes du changement. Et c'est triste, mais c'est immuable. Mais il faut encore aujourd'hui passer par les étapes où on va devoir, entre guillemets, rendre des comptes et se dire, en fait, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à proposer, mon apport, ma plus-value, elle a quelque chose à t'apporter. Tout à fait. Et quand bien même quelqu'un se lancerait sans aucune expérience, justement, ce que tu dis, devoir se justifier apporte de l'expérience. Donc, il faut le faire, il faut le traverser. C'est pas forcément simple. Mais après l'orage, il y a toujours le beau temps. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. Garder peut-être son focus sur le après. Alors oui, là, je vais galérer, mais après, ça va aller. Exactement. Ben, je crois qu'on a terminé sur une très bonne note, j'ai envie de dire. Et oui, tout à fait. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens pour découvrir un petit peu ce que fait Sébastien, notamment sa chaîne YouTube, ses vidéos. Enfin voilà, je vous mettrai tous ces liens sociaux en description. N'hésitez pas à le contacter, il est très disponible et vous verrez qu'il y a beaucoup de matière à échanger avec lui. En tout cas, Seb, je te remercie de m'avoir offert de ton temps, d'avoir apporté ton témoignage, ta vision un petit peu de l'audace et d'avoir livré un bout de toi pour montrer aux gens que c'est possible, qu'on peut entreprendre quelque chose, se planter, recommencer autrement, faire tout à fait encore autre chose et y arriver et continuer et ainsi de suite parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout ce qui est permanent, c'est justement l'impermanence et c'est ce qui en fait la beauté. Donc, merci de l'avoir rappelé. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt, Mathieu. Merci à toi. Salut, bye bye. Ciao.